Ok. Alors, je suis Monsieur Léopold Kwame. Je suis le formateur principal QHSE du cabinet IBI Group. Donc, c'est un honneur pour moi de vous présenter ce soir l'ensemble des formations que nous mettons à votre disposition dans le cadre de la qualité, de l'hygiène, de la santé, sécurité et de l'environnement. Voilà. Donc, c'est une formation introductive, ok, qui va nous permettre de balayer l'ensemble des formations que nous proposons à nos auditeurs afin de pouvoir leur permettre de pouvoir avoir une certaine connaissance et une certaine compétence dans le domaine QHSE. Alors, nous allons sans plus tarder, je pense, commencer. En tout cas, merci de vous être connectés. Donc, en général, quand on passe les présentations, euh, les micros sont fermés, de sorte à permettre que tout le monde soit concentré. Et à un moment donné, je vais vous permettre d'ouvrir les micros et s'il y a des questions par rapport aux formations que nous présentons, vous pouvez toujours poser les questions. Voilà, donc, à un moment donné, je vais ouvrir le micro ou permettre d'ouvrir le micro pour que les échanges soit participatif par rapport à chacun de nous. D'accord? Donc, permettez que je partage mon écran. Donc, il y a certains participants qui nous rejoignent au fur et à mesure. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, je suis Monsieur Léopold Kwame. Je suis le formateur principal en QHSE au niveau du cabinet Intermac Business Group. Donc, en qualité de formateur principal, j'ai été désigné pour pouvoir vous présenter l'ensemble des formations que nous mettons à disposition des éventuels candidats hein, au domaine QHSE. Voilà, donc, de formation de base, je suis ingénieur en QHSE et après, j'ai suivi une formation, des formations auditeurs internes sur la partie qualité, santé, sécurité, environnement. Je suis aussi coach formateur, comme je l'ai dit, expert en mise en place de systèmes de management intégré, qualité, santé, sécurité, environnement, et aussi en plan d'opération interne. Je suis lead implémenteur PECB sur la norme ISO 45001, version 2018. Donc, le lead implémenteur, c'est celui-là même qui est capable de pouvoir mettre en place, on va dire, bâtir un système de management santé sécurité conformément à la norme ISO 45001 et de pouvoir amener l'entreprise à se certifier. Voilà, c'est celui-là, le lead implémenteur ISO 45001. Donc, la première formation que nous proposons, c'est la formation sur l'ISO 45001. Voilà, la version 2018 qui est la première version de la 45001. Et cette norme-là est une norme qui vous permet aux entreprises de garantir la santé et sécurité de leurs travailleurs. Voilà, en mettant en place une organisation capable de pouvoir maîtriser les risques professionnels et de pouvoir garantir une qualité de vie et des conditions de travail qui soient adaptées aux différents travailleurs, dans l'optique de leur permettre d'être de plus en plus performants dans le cadre de leurs activités. C'est cela la norme 45001.
Et c'est pour cette raison qu'elle existe et que la mise en place permet de pouvoir aider les travailleurs à mieux se sentir en sécurité dans leur entreprise. L'objectif de cette formation sur l'ISO 45001 là, c'est de vous aider à avoir les outils nécessaires pour pouvoir mettre en place un système de management santé, sécurité au travail. OK? Alors, euh, pour mettre en place le système, il y a des normes, notamment la 45001. Donc, cette norme-là, elle définit l'ensemble des exigences qui doivent vous permettre, lorsque vous les respectez, de pouvoir bâtir le système et faire certifier l'entreprise. Donc, nous, dans le cas de cette formation, nous balayons la norme, nous vous expliquons les exigences de la norme et quels sont les éléments qu'il vous faudrait utiliser pour pouvoir répondre aux exigences de la norme. OK? Donc, c'est ça l'objectif, que vous puissiez comprendre la norme d'abord et que vous puissiez être capable de mettre en place votre système de management santé-sécurité. Alors, ce module-là, ou cette formation, elle est, il y a plusieurs cibles, hein. Vous pouvez être responsable santé et sécurité ou bien responsable HSE au sein de votre entreprise et vous vous formez sur la 45001. Vous pouvez être un dirigeant d'entreprise, un chef d'équipe, un encadrant de terrain. Vous pouvez vous faire former sur la 45001. Donc, que ce soit les responsables RH, les responsables maintenance et production, des auditeurs internes en santé et sécurité, tout consultant, tout préventeur en santé et sécurité, même les membres de comité santé et sécurité au travail, les chefs projets peuvent suivre la formation, y compris les personnes de niveau Bac+2. Parce que ceux qui vont suivre la formation, ils verront que c'est une formation dont la compétence est transversale. Si vous avez cette formation, quel que soit votre domaine d'activité, vous pouvez l'utiliser dans le cadre de votre activité. Voilà. À condition que votre entreprise, effectivement, soit certifiée 45001 ou démarre ou s'engage dans la démarche ISO 45001. OK? Voilà. Alors, dans le cadre de cette formation, il y aura en premier chapitre la partie introductive. Donc, on va vous expliquer c'est quoi la norme. Quand on parle de norme, qu'est-ce que c'est? Quel est l'historique qui a conduit à cette norme ISO 45001 là, précisément. Nous allons vous expliquer au chapitre 2 ce que c'est que la structure HLS des normes, parce que dans ce domaine-là, vous allez en entendre parler. Vous allez beaucoup entendre parler de structure HLS. Donc, il vous reviendra de savoir, de comprendre ce que c'est. On va vous l'expliquer. Et comment est-ce qu'on l'utilise dans le cadre de notre activité en matière de santé et sécurité au travail. Nous vous expliquerons aussi la place de cette structure-là dans la roue de Deming. Voilà. C'est aussi une notion dont vous allez entendre aussi parler de temps à autre, la roue de Deming, voilà, qui est beaucoup utilisée dans le cadre des systèmes de management. Au chapitre 3, la connaissance de la norme. Là, nous allons rentrer dans le vif du sujet où nous allons vous expliquer chaque chapitre de la norme. Voilà, il y en a 10. Vous avez 10 chapitres. Donc, nous allons vous expliquer le contenu de chaque chapitre afin que vous puissiez mieux faire des interprétations lorsque vous allez implémenter le système. Une fois que la norme elle est connue, bien évidemment, une fois que la norme elle est connue, voilà, là c'est les différents chapitres de la norme.
Une fois que la norme, elle est connue, nous allons aussi vous expliquer comment est-ce que vous devez implémenter le système. Donc, il y a des étapes. Voilà. Là, ce sont les 10 chapitres de la norme. Donc, une fois que les 10 chapitres vous ont été expliqués, nous allons aussi par la suite vous expliquer quelles sont les étapes pour pouvoir mettre en place votre système de management, santé, sécurité au travail. De sorte qu'au sortir de cette formation-là, si vous êtes, par exemple, responsable QHSE dans une entreprise ou vous voulez être dans le domaine santé-sécurité et que vous avez une opportunité de mettre en place un système de management santé-sécurité, il vous soit facile de pouvoir mettre en place ce système de management santé-sécurité. OK? Alors, dans ce que nous allons faire, à chaque fois que je présente une formation, au fur et à mesure, si vous avez des questions, vous pouvez lever juste la main ou bien poser la question dans le chat, de sorte qu'après, je puisse y répondre. Voilà, parce que comme ça sera beaucoup plus intéressant. Donc, si vous avez des questions, vous levez juste la main et comme ça, moi, je vais vous interroger et puis vous allez pouvoir poser votre question ou bien poser la question dans le chat pour que je puisse y répondre. Donc, voici la première formation. La deuxième formation que nous vous proposons, c'est la formation sur le Lead Implementer ISO 9001. Donc, la 45001, c'est pour la santé et sécurité des travailleurs. La 9001, c'est pour la qualité et la satisfaction du client. Donc, c'est le même principe que l'ISO 45001. Cette formation a pour rôle de vous permettre de comprendre la norme 9001 et de pouvoir la mettre en place au sein d'une entreprise. Voilà. Les mêmes fonctions sont ciblées, donc pour les responsables, ceux qui sont responsables qualité ou qui veulent devenir responsables qualité, ceux qui sont consultants, formateurs, ceux qui sont responsables des opérations, OK? Ceux qui sont des contrôleurs qualité ou toute personne de niveau Bac+2 qui veut se lancer dans le domaine de la qualité peut aussi participer à cette formation. Voilà. C'est des formations qui sont à la fois théoriques, mais avec des éléments pratiques parce qu'on vous donne des outils qui sont nécessaires pour pouvoir répondre aux exigences de la norme. Voilà. Certains, ils vous lisent simplement la norme en vous l'expliquant. Voilà. Mais nous, ce que nous faisons, c'est que par rapport à certains chapitres clés qui sont vraiment techniques, nous vous mettons à disposition des outils techniques afin de pouvoir répondre à ces exigences-là. Et nous faisons des exercices avec vous, hein, des exercices pratiques pour vous emmener aussi à vous exercer afin de mieux être outillé pour pouvoir répondre aux exigences de la norme de façon autonome. Hein. Parce qu'à un moment donné, nous, on se dit, on ne sera pas là. Il faut que vous, en tant que futur manager ou manager qualité ou QHSE, vous soyez capable de façon autonome de mettre en place un système de management. Alors, c'est le même principe. Donc, dans le parcours, nous allons entamer une séance introductive à la norme 9001 là. Nous allons aussi parler de la structure HLS et de la roue de Deming. Nous allons parler au chapitre 3 de la connaissance de la norme ISO 9001 dans sa version 2015 et terminer par les étapes de mise en place d'un système de management qualité en entreprise. Voilà. Donc, comme vous le constatez, vous voyez, c'est les mêmes nombres de chapitres, hein. Voilà. Et vous allez comprendre pourquoi. Quand on a vu la 45001, vous avez vu que c'est 10 chapitres avec les mêmes thèmes.
la 9001, 10 chapitres avec les mêmes libellés de chapitres. Voilà. Pour ceux qui vont s'inscrire pour ces formations-là, je vous expliquerai pourquoi est-ce que ça a été fait ainsi et quel est l'avantage. Voilà. Alors, on va marquer un break ici. Bon, là, on va faire la 14001 aussi et après marquer un break pour voir si vous avez des questions. Alors, la 14001, elle concerne l'environnement. Donc, nous avons une formation sur la santé et sécurité, donc la norme ISO 45001. Nous avons une formation sur la qualité, la norme ISO 9001. Nous avons une formation sur l'environnement ISO 14001. L'implémentation de ce système est le même que celui de la 45001. Voilà. Donc, l'idée pour nous, c'est que aussi, pour ceux qui veulent s'engager sur l'environnement, c'est de vous permettre de comprendre la norme 14001 et de savoir implémenter votre système de management de l'environnement. Les cibles sont les mêmes, le sommaire est le même, donc aussi la partie introductive, la structure HLS de la norme 14001, la roue de Deming, la connaissance de la norme et enfin les étapes d'implémentation de votre système de management environnemental. Donc, dans le principe, si vous avez réalisé la formation sur la 45001, sur la 9001 et sur la 14001, vous serez amené ou capable de pouvoir mettre en place un système de management qualité, santé, sécurité et environnement au sein de votre entreprise. Alors, je vais marquer une pause pour voir si vous avez, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que nous venons de voir pour les trois formations déjà. Est-ce qu'il y a des questions pour les trois formations déjà que nous venons de voir? Alors, comme je l'ai dit, hein, c'est des formations qui vont vous permettre de pouvoir mettre en place un système de management. Donc, c'est à vous de voir. Si vous êtes beaucoup axé sur, vous avez un penchant pour la qualité, alors vous pouvez vous inscrire pour la 9001. Si vous avez un penchant pour la santé, sécurité au travail, ou vous êtes dans une entreprise qui est beaucoup axée sur la santé et sécurité au travail, vous pouvez aller pour la 45001. Si c'est l'environnement, vous pouvez vous inscrire pour la 14001. Voilà. Mais nous, ici, notre objectif, c'est que vous, au sortir de cette formation-là, vous puissiez déjà expliquer à tout le monde ou à tous ceux qui veulent savoir les exigences de ces normes-là et aussi que vous puissiez accompagner les entreprises à mettre en place leur système de management. OK. Merci, M. Nzi, pour le retour. Alors, d'accord. Donc, on va avancer. La prochaine formation que nous vous proposons, c'est évidemment la formation sur l'évaluation des risques professionnels. En entreprise, si votre entreprise est beaucoup axée sur la santé et sécurité des travailleurs, ou bien si l'activité de votre entreprise génère des risques importants sur l'intégrité physique ou mentale de vos travailleurs, vous avez obligation en tant que responsable QHSE ou responsable santé-sécurité ou responsable QSE, vous avez l'obligation de réaliser une évaluation des risques professionnels au sein de votre entreprise. L'objectif de cette évaluation des risques professionnels, c'est de pouvoir anticiper
sur les risques d'accident et aussi sur les risques de maladies professionnelles. Vous ne pouvez pas être dans une entreprise où tout le temps les personnes sont malades, tout le temps les personnes s'absentent parce qu'ils sont malades, tout le temps il y a des accidents, tout le temps il y a des décès, voilà, des cas de décès suite à des accidents. Si c'est le cas, ça voudrait dire que en tant que responsable QHSE, votre boulot. C'est simplement ce que ça veut dire. Et c'est pour ça qu'il est important que cette formation-là, qui est beaucoup plus technique, vous puissiez, vous puissiez la réaliser. Alors, l'évaluation des risques professionnels a pour objectif, du moins cette formation-là, elle aura pour objectif de vous aider à savoir identifier déjà les risques en milieu professionnel, les évaluer et mettre en place des mesures préventives. Voilà. Donc, c'est un processus, l'évaluation des risques professionnels. C'est un processus qui commence déjà par identifier le risque. Une fois que vous l'avez identifié, vous devez l'évaluer. L'évaluation va vous dire quoi? Ce risque-là, c'est vrai, il existe, mais par rapport à l'évaluation qu'on a fait, la cotation, elle est basse. Donc, c'est un risque qui est mineur. Il est négligeable, mais on a un œil sur lui. Ou bien, ce risque-là, il existe, mais par rapport aux valeurs qu'on attribue à ce risque-là, il est élevé, il est au rouge. Donc, c'est un risque qui est critique pour lequel il faut impérativement mettre en place des actions concrètes pour pouvoir traiter ce risque-là afin d'éviter qu'un accident survienne. Et c'est ça votre rôle en tant que préventeur en santé-sécurité ou en tant que HSE. Voilà. Votre rôle, c'est de vous assurer qu'un travailleur qui est venu en bonne santé sur son lieu de travail, il retourne en bonne santé à la maison. C'est ça votre rôle. OK? Plus vous le faites, plus vous garantissez leur intégrité mentale et physique, plus ils sont à l'aise quand ils viennent travailler et moins il y a des cas d'absence, ouais, pour les cas de maladie et autres, et plus l'entreprise est performante parce que les personnes travaillent, elles sont à l'aise, elles travaillent mieux, elles travaillent vite et elles travaillent bien. Et tout ça, c'est fait parce que il y a un travail en amont qui a été fait, qui est l'évaluation des risques professionnels, qui a permis de pouvoir identifier les risques auxquels les travailleurs sont exposés et de mettre en place des actions pour les aider à éviter accidents et maladies professionnelles. Les principales cibles, ce sont les responsables sécurité, ou on dirait responsables HSE aussi, ou même des techniciens HSE, animateurs HSE, des managers qui doivent aussi comprendre l'impératif, hein, ou la nécessité de réaliser cet exercice-là, les chefs projets qui sont aussi en premier plan dans le cadre des projets, parce qu'on a constaté qu'en général, le chef projet, lorsque, c'est lorsque le projet est lancé qu'il recrute, par exemple, un HSE qui vient juste pour mettre à disposition des travailleurs des chaussures de sécurité, des casques et autres. Alors que dans le principe, dans le cas d'un projet, le HSE doit venir en amont. Il doit être là pendant la conception du projet afin d'identifier les risques et de proposer des actions concrètes pour pouvoir traiter les risques lorsque le projet va démarrer. Voilà. Les risques sur la santé et sécurité, bien sûr. Les membres du comité santé et sécurité au travail, donc pour certains pays, on les appelle les membres du comité hygiène, santé et sécurité. En Côte d'Ivoire, c'est comité santé et sécurité au travail. Les auditeurs internes aussi qui doivent comprendre comment l'évaluation est faite. Les préventeurs en santé et sécurité. Les responsables qui sont en charge de la réglementation de votre entreprise ou toute autre personne de Bac+2 qui veut aussi comprendre et savoir réaliser une évaluation des risques professionnels. Voilà. Même si vous n'êtes pas en entreprise et que vous voulez vous former dans ce domaine, c'est une bonne chose parce que vous pouvez avoir des cabinets qui recherchent des personnes afin de
d'aider les entreprises à faire l'évaluation des risques professionnels en leur sein. Voilà. Donc, vous pouvez faire de la freelance en évaluation des risques professionnels. Ça, c'est une possibilité. Moi, par moment, je le fais pour certaines entreprises qui en ont vraiment besoin. Voilà. Donc, ça, c'est de la freelance. Donc, vous pouvez aussi, pour ceux qui ne sont pas en entreprise, vous avez cette opportunité-là de réaliser cette formation-là, de l'intégrer dans votre CV et de pouvoir rechercher des cabinets qui vont vous solliciter dans ce sens-là. Donc, pour l'évaluation des risques professionnels, on aura la séance introductive. Ensuite, l'objectif de l'évaluation, d'accord? Les étapes pour pouvoir réussir une bonne évaluation. On va vous présenter aussi quelques définitions pour que vous soyez au même niveau d'information avec tous les HSE qui font l'évaluation des risques professionnels. Voilà, parce que c'est des définitions qui sont internationales. Ensuite, au chapitre 4, nous allons parler de comment identifier un danger et comment on va coter le risque pour pouvoir l'évaluer. Et au chapitre 5, comment est-ce qu'on priorise les actions? Parce que en termes de risque, lorsque vous êtes confronté à un risque, c'est pas tout le temps, c'est pas immédiatement qu'il faut remettre des chaussures de sécurité ou des casques. Non. Il peut y avoir des actions préalables qui peuvent être mises en place, qui vont même permettre d'éviter d'acheter des EPI. Voilà. Parce que de plus en plus, quand on voit sur les chantiers, dès qu'il y a un risque, ce sont les EPI. Les EPI viennent en général en avant-dernier recours. Voilà. Et ici, dans cette formation-là, on va vous expliquer quelle est la hiérarchisation, comment vous devez prioriser les actions. Quelle action doit venir avant quelle autre action, de sorte à pouvoir être certain que vous avez choisi la bonne action pour la mise en place et pour éviter des accidents. Donc, nous avons parlé des normes, nous avons parlé de l'évaluation des risques professionnels, qui est un élément important dans la stratégie d'une entreprise pour pouvoir garantir l'intégrité mentale et physique des travailleurs. La cinquième formation, il s'agit de l'analyse environnementale. Une entreprise, quelle que soit l'entreprise, hein, toute l'activité qui est réalisée par l'entreprise génère des déchets, génère des pollutions. Donc, dans les principes de base, il est demandé à ce qu'une entreprise puisse réaliser une analyse environnementale. L'analyse environnementale, c'est un processus qui est simple. Oh, Allô? ah, L'analyse environnementale est un processus qui est simple. Elle vous dit, pour pouvoir réaliser cette analyse environnementale, vous devez identifier les aspects environnementaux et, en fonction des aspects environnementaux, identifier les impacts et pouvoir les coter. C'est à peu près le même exercice que vous devez faire pour l'évaluation des risques professionnels. Voilà. La différence, c'est que le premier, l'évaluation des risques professionnels concerne la santé et sécurité des travailleurs. Alors que l'analyse environnementale concerne l'environnement. Voilà. Sinon, c'est le même principe. On identifie, on évalue, on fait la cotation, on hiérarchise et on met en place des actions. Donc, l'objectif de la formation-ci sur l'analyse environnementale, c'est de vous permettre de pouvoir identifier aussi les risques en milieu professionnel. Voilà. Identifier les risques d'impact sur l'environnement et de pouvoir mettre en place les actions. Excusez-moi. Voilà. Donc, comme sommaire, vous allez voir, on va vous parler du contexte de la réalisation de l'analyse environnementale. Pourquoi est-ce qu'on réalise une analyse environnementale? Quels sont les avantages? Après, nous allons vous présenter quelques définitions
qui vont vous permettre de pouvoir mieux comprendre les éléments que nous allons insérer dans l'analyse environnementale. Nous allons procéder par une méthodologie. Nous allons vous montrer une méthodologie que vous pourrez directement utiliser en entreprise, avec bien évidemment une matrice qui a été déjà conçue, qui va vous permettre de réaliser cette évaluation, cette analyse environnementale-là. Et enfin, nous allons terminer par un cas pratique, ce que nous faisons pour toutes nos formations. Nous allons terminer par un cas pratique durant lequel vous serez vous-même, vous allez vous-même réaliser cette analyse environnementale-là à partir des outils que nous allons vous mettre à disposition. De sorte qu'après la formation, vous puissiez vous-même, de façon autonome, être capable d'utiliser l'outil pour pouvoir travailler. La formation suivante, elle concerne, et celle-là, elle est beaucoup plus dans le domaine du BTP, elle concerne la maîtrise des activités HSE sur les chantiers BTP. Nous avons choisi cette formation-là qui a aussi eu beaucoup d'auditeurs il y a quelques mois, parce que cette formation-là, elle va vous permettre de pouvoir mieux comprendre de bout en bout quelles sont les activités qu'un HSE doit réaliser lorsqu'il est recruté sur un chantier BTP? OK? Qu'est-ce qu'il doit faire en premier lieu, en second lieu et par la suite? C'est ça l'objectif de cette formation-là. Donc, nous allons vous permettre de comprendre les bases de la gestion HSE sur un chantier BTP. Voilà. Quand on parle de chantier BTP, ce sont les chantiers des bâtiments, des travaux publics. Donc, les routes, les ponts, les chaussées, les voiries, les bâtiments, les immeubles et autres. Voilà. Tout ça, c'est du BTP, mais le processus de gestion HSE est le même. Que je sois un HSE pour une construction d'immeuble, que je sois un HSE pour une construction de route, que je sois un HSE pour une construction de centre commercial, c'est les mêmes éléments que je vais réaliser. OK? C'est l'environnement uniquement qui change. Sinon, c'est les mêmes étapes à faire. Et c'est ces étapes-là que nous allons vous présenter au cours de cette formation. Donc, tous ceux qui sont responsables HSE, chefs de chantier, coordonnateurs HSE, qui sont même en entreprise BTP, parce que dans cette formation, nous allons présenter aussi les risques qui sont liés aux travaux BTP. En tant que HSE, c'est important de le savoir, mais même si vous êtes en entreprise BTP et que vous n'êtes pas HSE, c'est aussi bon de savoir parce que par rapport à votre activité dans l'entreprise, vous saurez à quel risque vous êtes exposé. C'est ça, c'est ce qui est important dans cette formation-là. Et c'est pour cette raison on a ciblé tout le monde, les chefs projets, les responsables même de la sûreté, donc ceux qui se chargent de, de la lutte contre les intrusions, de la lutte contre les, les, les braquages, de la lutte contre le vol, ils peuvent participer à cette formation. Et aussi toute personne de niveau bac et de niveau bac plus 2. Parce que pour être HSE, il y a un minimum. Il faut quand même un minimum de niveau pour pouvoir postuler et avoir des opportunités beaucoup plus intéressantes dans le domaine du HSE. Voilà. Donc, même si vous n'avez jamais fait de HSE, lorsque nous dispensons ce type de formation, il vous sera facile de comprendre parce que nous les adaptons en fonction des participants qui viennent s'inscrire. Le seul élément que l'on vous demande dans le cadre de nos formations, c'est d'être assidu aux formations et de pouvoir régulièrement faire des révisions. Parce qu'après, vous risquez d'oublier certaines notions parce que c'est des notions qui sont beaucoup techniques. Voilà. Donc, si vous ne révisez pas, vous ne faites pas d'exercice, après, vous risquez d'oublier. Donc, dans le cadre de cette formation,
vous allez voir, en premier, nous allons parler du rôle de l'HSE sur un chantier BTP. C'est quoi son rôle, le HSE? Après, comment est-ce qu'on gère les accès du site? Comment est-ce qu'on devait gérer les accès du site? Après, nous allons parler des pictogrammes de sécurité que vous pouvez utiliser, que vous pouvez faire afficher sur l'ensemble du site dans le cadre de ces travaux-là du BTP. Nous allons après parler des règles APSAD qui constituent un ensemble de règles qui permettent à votre entreprise de réduire les coûts en matière d'assurance. Ouais, toute entreprise paie une assurance, hein. Elle est assujettie à une assurance. Donc, elle prend, euh, elle prend attache ou elle signe un contrat avec une société d'assurance qui assure son entreprise. Donc, moins vous avez des dispositions plus vous avez des dispositions de prévention des risques qui sont normées, qui sont conformes, et puis moins vous payez à l'assurance. Vous voyez? Donc, je prends par exemple je prends monsieur Bangoura qui a une entreprise dans laquelle tout est en place. Tous les dispositifs sont en place et sont conformes. D'accord? Pour la même entreprise dans laquelle je suis, dont moi, mes dispositifs, je n'ai aucun dispositif de sécurité, moi, je peux payer, ils vont me facturer 20 millions par an, alors que peut-être monsieur Bangoura, ils vont le facturer à 5 millions par an. Parce que lui, il a réduit les risques d'incendie, d'explosion et il a réduit les risques de destruction par accident de l'entreprise. Alors que moi, dans mon cas, ça n'a pas été fait. Donc, plus il y a des risques dans votre entreprise et plus vous payez beaucoup à l'assurance. Après, nous allons parler de la maîtrise des principaux risques. Donc, nous allons vous présenter de façon globale, hein, quels sont les risques principaux auxquels sont exposées les personnes qui sont dans le milieu du BTP, les procédures et instructions de travail qui sont essentielles à mettre en place. Voilà, vous êtes dans le domaine BTP en tant que HSE, quelles peuvent être les procédures et les instructions de travail que vous pouvez mettre en place? Et enfin, la gestion des situations d'urgence. Lorsqu'il y a une situation d'urgence, comment vous gérez? On va ici vous présenter une procédure de gestion des situations d'urgence. Voilà, de sorte à vous guider pour pouvoir rédiger cette procédure-là au sein de votre entreprise. Voilà. Donc, voilà présenté de façon succincte l'ensemble des modules que nous allons passer en revue pour ceux qui pourront s'inscrire pour la formation sur la gestion HSE en milieu BTP. Alors, comme je l'ai dit, hein, je vais aussi vous permettre de poser des questions s'il y en a. Alors, est-ce que par rapport à ce que nous avons vu jusqu'à présent, les normes, l'évaluation des risques professionnels, l'analyse environnementale et puis les activités HSE au niveau des chantiers BTP, est-ce qu'il y a des questions sur ça avant qu'on aborde le dernier volet? Alors, je vois M. Bangoura a son micro ouvert. Monsieur Bangoura, bonsoir. Est-ce que vous avez une Bonsoir. question? Oui, bonsoir, Monsieur Bangoura. Bonsoir, vous allez bien? Oui, très bien, merci. Et vous? Ça va? Et vous? Oui, ça va. Est-ce que vous avez une question par rapport aux formations que nous avons présentées jusqu'à présent? Euh, pour le moment, non. On va sur le deuxième volet voir. D'accord, ok, ok. Alors, j'ai coupé votre micro. Alors, ok, donc on va avancer encore toujours dans notre portefeuille de formation. Donc, celle-là, c'est l'étude d'impact environnemental. Toute entreprise qui veut s'implanter doit réaliser une étude d'impact environnemental. Maintenant, ça s'appelle l'étude d'impact environnemental et social. Voilà. Donc, nous ici,
L'objectif de cette formation que nous vous mettons à disposition là, c'est de vous aider à comprendre les étapes, déjà à les connaître et puis à les comprendre. Donc, les étapes de réalisation d'une étude d'impact environnemental et social. Voilà, quelles sont les étapes principales pour pouvoir réaliser votre EUS? Alors, que vous soyez responsable HSE, que vous soyez coordonnateur HSE, chef projet, vous voyez qu'à chaque fois, le chef projet revient parce que c'est lui qui est au centre de la stratégie des projets. Hein. Que vous soyez consultant ONG, bureau d'études, hein, ou toute personne de niveau Bac+2 qui veut se spécialiser en environnement, vous pouvez participer à cette formation en études d'impact environnemental. L'étude d'impact environnemental, je ne sais pas pour les autres pays, mais en Côte d'Ivoire, elle est devenue de plus en plus une exigence avec le nouveau code de l'environnement. Quelle que soit l'implantation que vous voulez faire, quel que soit le projet de construction que vous voulez faire, ou bien le projet d'activité que vous devez faire, vous devez forcément réaliser une étude d'impact environnemental. Si vous ne le réalisez pas, vous êtes assujetti à une amende qui va de 1 million à plusieurs millions de francs CFA. Donc, vous êtes obligé, la loi maintenant vous oblige à réaliser cette étude-là. En tant que HSE, vous devez avoir les outils nécessaires pour pouvoir comprendre les étapes de réalisation de cette étude d'impact environnemental. Donc, cette étude d'impact dans notre programme, elle est structurée en 5 points. On a déjà les points de définition pour tout ce qui est autour de l'étude d'impact. L'objectif de l'étude d'impact environnemental et social, l'intérêt de le faire, et puis, bien évidemment, les étapes principales d'une EUS, et nous allons terminer par un exemple de contenu de rapport d'EUS qui prend en compte tous les éléments essentiels qui doivent figurer dans une étude d'impact environnemental et social. Et après, évidemment, nous allons terminer par une conclusion et aussi vous permettre, au cours d'un exercice, de pouvoir ressortir ces éléments principaux-là, OK, que vous avez retenus par rapport aux étapes de l'EUS sur lesquelles nous allons échanger afin de nous assurer que vous avez effectivement compris les éléments principaux que vous devez intégrer dans votre EUS. Donc, mm, toute entreprise qui doit même installer un réseau électrique, qui doit installer des bâtiments pour pouvoir réaliser des activités, qui doivent monter des usines et autres, tout le monde a obligation de réaliser une étude d'impact environnemental et social. Alors, l'autre élément, c'est la gestion des situations d'urgence. La gestion des situations d'urgence, nous allons voir ce volet-là au niveau de ceux qui vont réaliser la formation sur le HSE en milieu BTP, OK, sur les chantiers BTP. Mais pour ceux qui ne le font pas, vous avez une formation spécifique sur la gestion des situations d'urgence. Voilà. Cette formation-là a pour objectif de vous aider à élaborer une procédure de réponse aux situations d'urgence. Voilà. C'est pour vous permettre d'élaborer une procédure de réponse aux situations d'urgence. On ne rédige pas une procédure de situation d'urgence je veux dire, à la volée. Il y a des étapes, il y a des prérequis. Et ces prérequis-là, nous allons vous les présenter au cours de la formation. Voilà. Les cibles sont les mêmes. Donc, vous êtes dans le domaine HSE, vous êtes même, on dirait, chef projet
vous êtes coordonnateur HSE, vous pouvez suivre cette formation. Alors, comme sommaire, vous avez les définitions que nous allons vous présenter, l'objectif de cette procédure, OK? Quelques définitions en complément hein, qui sont un peu différentes des premières définitions sur l'historique, les étapes principales pour élaborer cette procédure et nous allons vous présenter évidemment un exemple de procédure de gestion des situations d'urgence. Dans le domaine des mines, nous allons présenter une procédure de gestion des situations d'urgence dans le domaine des mines, dans le domaine du BTP, dans le domaine agroalimentaire. Alors, cela va vous permettre de pouvoir être plus outillé, hein, et par rapport à votre domaine d'intervention, cela va vous permettre de pouvoir être outillé pour pouvoir mieux élaborer une situation d'urgence. L'une des formations aussi qui est très essentielle pour vous dans le domaine du QHSE, hein, précisément en santé, sécurité, environnement, c'est le plan d'organisation interne, aussi appelé le plan d'opération interne, POI. Voilà, vous entendez aussi parler du POI. Le POI est un outil puissant de gestion des situations d'urgence potentielles. La situation d'urgence potentielle, c'est une situation d'urgence qui, c'est une situation du moins qui, lorsqu'elle intervient, engage, doit engager une organisation particulière pour pouvoir maîtriser le sinistre auquel vous faites face. Cela peut être un incendie majeur qui tente à ravager l'entreprise. Cela peut être une explosion majeure. Cela peut être une intoxication alimentaire de grande envergure dans l'entreprise. Cela peut être un tremblement de terre, une inondation. Voilà. Donc, c'est tous ces phénomènes ou ces situations potentielles-là qui doivent être intégrés dans un document. OK? Et ce document-là, nous allons vous expliquer comment vous devez le rédiger en tant que HSE. Donc, que vous soyez responsable QHSE, HSE, animateur et coordonnateur HSE, que vous soyez chef projet, responsable sûreté ou d'un niveau Bac+2, vous pouvez participer à cette formation. J'aime bien cette formation parce qu'elle vous permet de pouvoir connaître véritablement votre entreprise dans les moindres détails. Pour ceux qui vont suivre la formation, vous allez comprendre pourquoi. C'est une formation qui va vous permettre de connaître votre entreprise dans les moindres détails. Idem à la formation sur l'évaluation des risques professionnels et l'analyse environnementale. Parce que vous devez comprendre les activités, vous devez comprendre les risques et aussi comprendre les impacts environnementaux. OK, bon, M. Bangoura demande si le support sera envoyé. Ce que le cabinet va faire, le cabinet va faire une compilation de tous les modules de formation que nous avons présentés ici. Et ces modules-là vont vous être transmis, voilà, effectivement, par le cabinet. OK? Mais vous n'aurez pas ce support-là directement. C'est-à-dire que le cabinet, en général, fait une maquette qui va regrouper tous les thèmes de formation sur la partie QHSE avec les cibles, avec les chapitres de formation. C'est la même chose, hein, mais c'est la présentation qui sera différente et ils vont vous le mettre à disposition, effectivement, M. Bangoua, pour que vous puissiez tranquillement les rebalayer et puis faire le choix de la formation qui vous sied.
C'est bon, Monsieur Bangoura, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Donc, vous aurez effectivement un document qui va regrouper les formations. Voilà. Merci à vous. Donc, dans le cas du POI, on va vous donner la définition du POI, les acteurs du POI, où le POI est positionné dans la chaîne d'intervention et le contenu même d'un POI à rédiger. Donc, voici les étapes. Alors, on va avancer encore sur une des formations qui est l'audit interne. Voilà. Alors, l'audit interne, il concerne tous les domaines d'activité, que vous soyez en qualité, que vous soyez en santé et sécurité, que vous soyez en environnement, vous pouvez être un auditeur interne dans chaque domaine ou dans les trois domaines. Moi, par exemple, je suis auditeur interne qualité, santé, sécurité, environnement. Voilà. Donc, je suis auditeur interne sur les trois domaines d'activité. L'objectif de cette formation, c'est de vous aider à connaître les bases de la planification et de la réalisation d'un audit interne. Voilà. Quelles sont les bases? Comment est-ce qu'on planifie? Comment est-ce qu'on réalise l'audit interne? Cette formation, elle est beaucoup plus spécifique. Elle concerne les qualiticiens, les HSE, les auditeurs qualité ou QHSE, donc ceux qui veulent faire du recyclage, les responsables sûreté aussi qui peuvent auditer, mais aussi des personnes de niveau Bac plus 2 qui veulent aussi s'engager dans ce parcours-là, dans cette branche d'auditeurs qualité qui peuvent aussi se former en auditeur interne. Cette formation, nous allons la réaliser à partir de la norme ISO 19011, voilà, qui est une norme, qui est la norme de management des audits. Voilà. Donc, cette formation-là, nous allons la réaliser sur cette base en utilisant la norme et nous allons vous aider à comprendre les exigences de cette norme-là pour pouvoir mieux réaliser votre audit interne. Donc, on aura un chapitre introductif. Ensuite, les types d'audits selon la norme, les principes et la méthodologie pour auditer, comment est-ce qu'on manage un programme d'audit qui est établi, comment est-ce qu'on réalise l'audit et comment est-ce qu'on évalue les auditeurs. En conclusion, nous allons faire la synthèse de tout ce que nous avons vu et pour chaque formation, ne pas que j'oublie, il y a un test de fin de formation qui vous permet de valider le parcours de formation que vous avez entrepris. Voilà. Donc, la formation d'auditeur interne est la dernière formation que nous avons voulu vous présenter afin que vous puissiez, on dirait, avoir la connaissance nécessaire pour pouvoir, ou les outils nécessaires pour pouvoir mieux réaliser votre audit interne. Voilà. Donc, de façon générale, nous avons parlé des normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Nous avons parlé de l'évaluation des risques professionnels. Nous avons parlé d'une formation sur l'analyse environnementale. Nous avons parlé d'une formation sur la gestion HSE au milieu d'un chantier BTP. Nous avons parlé de l'étude d'impact environnemental et social. Nous avons parlé d'une formation sur la gestion des situations d'urgence, une formation sur le plan d'opération interne et enfin une formation sur l'audit interne d'un système de management. Voilà. Donc, voici l'ensemble des formations que nous vous mettons à disposition pour lesquelles vous pouvez vous inscrire afin de pouvoir avoir les outils nécessaires dans la continuité de votre activité.
c'est bien d'avoir une base, mais c'est encore mieux de vous former au fur et à mesure. Je vous parle en conséquence de cause parce que moi, je continue de me faire former. Moi, j'ai 15 ans d'expérience dans le domaine QHSE. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, j'ai fait du lead implementer, donc je suis capable de mettre en place un système santé-sécurité. Je suis auditeur interne, QHSE, donc je peux auditer une entreprise sur la qualité, la sécurité et l'environnement. Vous voyez un peu, j'ai fait du développement durable. Je suis aussi coach professionnel pour toutes les personnes nouvelles en entreprise qui veulent avoir un tuteur pour les motiver, pour les encadrer, pour qu'ils montent en compétences. Et cela aussi a nécessité des formations. J'ai aussi fait une formation en communication pour pouvoir mieux communiquer avec les travailleurs lorsque je suis en entreprise. Ouais, donc, on ne finit pas de se former. Et c'est une bonne chose, je le dis, hein, c'est une bonne chose que vous soyez connectés. Ça veut dire que vous avez déjà cette vision-là de pouvoir avancer véritablement dans votre parcours professionnel et d'être de plus en plus compétitif. Et vous ne pouvez être compétitif que si vous vous formez et que vous mettez en pratique les éléments nouveaux que vous avez acquis dans la formation. Et nos formations, elles sont beaucoup pratiques. Nous faisons la théorie afin de nous assurer que le participant comprend bien le contenu et nous faisons aussi la pratique afin de nous assurer que, en plus du savoir qu'il a acquis, il aura aussi acquis un savoir-faire pour être autonome dans la maîtrise de ses activités. OK? Alors, ces formations-là, elles débutent pour certaines à partir de la fin de ce mois. Voilà, donc en fonction du nombre de participants qu'il y aura, les formations vont systématiquement démarrer. Ce sont des formations qui font environ, on dira, 10 à 15 heures. Donc, nous allons sur la base de 2 heures de formation par jour. Donc, de façon, on va dire, chronologique, nous aurons en moyenne 5 à 8 séances de formation pour chaque thème de formation. Voilà. Mais je vous rassure que ces formations-là ou ces horaires sont très adaptés pour pouvoir vous aider à acquérir le maximum et à pratiquer ces formations ou ces thèmes-là afin d'être autonome en entreprise. Alors, donc, avant de terminer, je vais vous passer la parole pour ceux qui ont des questions, des interrogations. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez juste lever la main pour que je vous interroge ou bien poser la question dans le chat. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Topé, Monsieur Bangoura, Monsieur Kwadjo, Monsieur Kwaku Omaric, Monsieur Nzi, Monsieur Yannick Omer. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à poser les questions, hein. On a encore 2 à 3 minutes. OK, Monsieur Kwaku, pour lui, c'est bon. OK, Monsieur William, OK, pas de questions. C'est bon. Madame Topé, je pense que vous êtes la seule dame, hein, si je ne me trompe pas. Merci. Monsieur Nzi, oui. J'aimerais savoir si une personne qui a juste le bac ou bien bac plus un peut aussi suivre ces formations-là. Parce que j'ai remarqué dans les cibles là, que c'est, à part une des formations, le reste, c'est à partir de bac plus 2. Donc, ces formations, si par exemple j'ai un bac simplement ou un bac plus un, est-ce que cela serait un frein?
pour ne pas suivre la formation? Oui, bonne question. Bon, on est parti sur la base du bac+2 parce qu'à partir du bac+2, vous avez des opportunités, vous pouvez avoir des opportunités pour pouvoir basculer sur, on dira, une autre branche d'activité qui est la QHSE. Voilà. Parce que euh, les, les formations que nous proposons sont des formations effectivement qui vous permettent d'être opérationnel sur le thème donné. Mais il n'advient pas que celui qui a le bac, il peut aussi suivre ces formations-là. Pourquoi? Parce que cela va lui donner une base dans le domaine. Mais, et ça, on le dit parce on est beaucoup, en général, on est beaucoup clair transparent dans ce qu'on nous faisons. Euh, S'il a le bac et qu'il suit la formation, ce qui est une bonne chose avec son certificat, il pourra aussi postuler à certaines fonctions par rapport à l'activité, mais il va lui falloir effectivement aussi avoir un niveau bac+2 pour pouvoir être plus compétitif. Parce que si vous regardez dans les marchés, au marché de l'emploi en général, c'est les diplômes que les gens regardent. Et ce qui est dommage, quand même, moi je le dis toujours, c'est dommage. Donc, pour quelqu'un qui veut avoir un certain niveau de poste en entreprise, il doit avoir au minimum un bac+2. Oui, mais il n'en disconvient pas qu'avec un bac, il peut quand même suivre la formation. Ce n'est pas un problème. Parce que les formations sont adaptées aux personnes qui sont avec nous. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, M. William. Oui, D'accord, monsieur. Oui, c'est oui, bon? monsieur. C'est bien noté. Merci, monsieur. OK, OK. Est-ce qu'il y a une autre question? C'est bon pour tout le monde? OK. Alors, donc, OK, je vous dis à nouveau merci de vous être connecté. Le cabinet reste disponible pour toute préoccupation ou pour toute question. OK. Pour toute préoccupation ou pour toute question. Monsieur Bangoura demande si un chantier ne répond pas aux normes sécuritaires que le chef hiérarchique dit, si les employés travaillent, quel sera le comportement d'un agent HSE? Oui, bonne question, parce que ça, c'est vécu par bon nombre de personnes. Alors, ce que moi je dis aux personnes, vous savez, le HSE, c'est une activité qui est pragmatique. En matière de HSE, on ne fait pas de théorie. Parce que après, les conséquences peuvent être graves. En matière de HSE, si les dispositions ne sont pas respectées, il peut y avoir mort d'homme. Alors, la conduite à tenir, elle est simple. Et je le dis à tout le monde, à tous mes HSE, il faut que vous laissiez des traces par rapport à vos recommandations. Je constate qu'il y a des activités à risque sur le chantier et les travailleurs en question n'ont pas les éléments nécessaires pour être en sécurité. Alors, j'informe la hiérarchie pour pouvoir mettre à disposition ces dispositifs-là. La hiérarchie me demande de ne rien faire et de les laisser travailler. Il n'y a pas de problème. Moi, j'adresse un mail à la hiérarchie en signifiant la criticité ou l'urgence de mettre en place les dispositions nécessaires pour que les personnes travaillent. Sinon, ils ne pourront pas travailler. Vous le tracez par mail et de façon pratique, vous partez faire arrêter les travaux. Maintenant, si leur hiérarchie ou votre hiérarchie demande toujours de les laisser travailler, avant que vous les laissiez travailler, il faudrait que la hiérarchie vous réponde par mail
en disant que c'est lui qui autorise la réalisation des travaux. Donc, vous faites arrêter les chantiers, vous envoyez le mail. On ne fait pas arrêter les chantiers systématiquement, hein. Vous informez, vous sensibilisez et vous attendez le retour. Si les dispositions ne sont pas prises à l'instant T, si le risque est effectivement imminent, vous arrêtez le chantier. Quand je parle d'imminence de risque, c'est quoi? Vous avez une personne qui a près de 2, 3, 4, 5 ou 7 mètres de hauteur sur une échelle en train de travailler, il n'a aucun harnais, aucun casque, rien. C'est un risque potentiel. S'il tombe là, il va mourir. Ça, c'est clair. Donc, vous faites arrêter le travail jusqu'à ce que les dispositions soient prises. Et si le hiérarchie demande à ce qu'il travaille, vous lui dites, il n'y a même pas de problème. Donc, je vais vous envoyer un mail. On ne fait pas palabre. Nous, là, on n'est pas, en HSE, on fait pas, c'est pas, on n'est pas des palabres. Nous, on est méthodique. Donc, vous lui dites simplement, OK, donc moi, voici pourquoi je suis là, pour pouvoir garantir la sécurité des gens et travailler bien. Vous demandez à ce qu'ils continuent de travailler, pas de problème. Je vais vous envoyer un mail. Lorsque vous allez me répondre pour donner l'autorisation, vous viendrez à la suite leur demander de travailler. Vous, ça vous désengage. Parce que si vous ne le faites pas et que tout reste verbal, demain, lorsqu'il y aura un accident, il est capable de dire aux enquêteurs et même à votre DG et autres qui n'étaient pas informés qu'il y avait un risque potentiel. Et vous allez rester sur le scénario de votre parole contre la sienne. D'accord, M. Bangoura? Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Alors, M. Bangoura, c'est bon? J'ai répondu à la question. OK. Ah oui. Ah oui, et ça même, c'est encore dangereux. C'est-à-dire que les riverains, c'est encore grave parce que si à mort d'un riverain, ils vont fermer votre entreprise, hein, ils vont tout casser dans votre entreprise. Ils vont tout casser dans votre entreprise. Alors, ce qu'il faut faire là, c'est d'abord de pouvoir vous assurer que les riverains ne sont pas là. Ça, c'est de votre ressort en tant que HSE. Vous assurer, c'est quoi? C'est déjà d'interdire qu'il y ait du dynamitage tant que vous n'avez pas donné le OK en vous assurant que les riverains ne sont pas là. OK? Et ça, vous envoyez un mail ou vous le transcrivez en consigne pour dire que voici le risque que vous avez identifié. Cette consigne, vous l'envoyez par mail à tous ceux qui font le dynamitage, à tous les responsables, à votre hiérarchie. Voilà. Et n'oubliez pas, quand vous le faites, n'interdisez pas parce qu'il faut interdire. Vous présentez le contexte. Vous avez vu qu'il y a des riverains. S'il y a explosion, il peut y avoir mort d'homme. S'il y a mort d'homme, la conséquence, les riverains, ils peuvent se soulever. On peut avoir la fermeture de l'usine. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, s'il y a mort d'homme, l'État même peut venir fermer l'entreprise. Il peut y avoir des enquêtes à n'en point fini qui vont ralentir le travail. Il faut que vous mettiez les raisons. Vu ces états de fait-là, et pour éviter cela, vous, en tant que HSE, vous n'autorisez plus le dynamitage tant que les riverains sont dans la zone. Point. Et vous veillez à ce que ce soit respecté. Si ce n'est pas respecté, ce n'est pas grave. Vous ramenez un mail pour dire que vous avez constaté que la consigne n'a pas été suivie et respectée. Vous demandez à ce que ce soit fait. Vous voyez? Et étant sur le terrain, il faut que vous vous assurez que le dynamitage n'est pas fait tant que les riverains sont encore présents. Maintenant, si vous êtes seul en tant que HSE, ça va être difficile parce il va falloir que vous passiez faire le tour de la zone pour sensibiliser les riverains. Les riverains aussi, il faut les sensibiliser, hein. Il faut aller au contact de ces riverains-là pour les informer.
quand ils sont au contact de ces riverains, ils ont peut-être un chef de quartier, un chef de village, des notables. Ceux-là, il faut entrer en contact avec eux pour leur expliquer le risque que leurs enfants et leurs familles encourent en étant dans la zone. Donc, c'est ces deux actions-là que vous devez mener. Au niveau, en matière de HSE, il faut qu'on soit catégorique. Le non doit être un non tant que les dispositions ne sont pas prises. Au début, ça va être difficile, mais plus vous insistez, plus vous êtes résilient, plus les gens comprennent que vous maîtrisez votre sujet, vous allez forcément avoir des échauffourées avec des personnes, hein. Ça, c'est inévitable. Le HSE, il n'est pas toujours, il n'est pas toujours d'accord avec tout le monde. Ça, c'est pas possible. Un HSE qui est toujours d'accord avec tout le monde, il y a un problème. Il y a forcément des personnes, surtout les hiérarchies, là, qui pensent que nous sommes là pour la forme, en fait. Parce qu'il n'y a pas de problème. Mais le jour où il y a un problème, tout va redescendre sur vous. Ça, c'est inévitable. Et on traitera le HSE d'incompétent. Mais pour éviter qu'on me traite d'incompétent, moi, je fais arrêter les travaux tant que les risques existent. C'est bon, M. Bangoura? Oui, vous pouvez démissionner. Tout le monde peut démissionner, mais il faut démissionner en vous assurant que vous avez quelque chose d'autre. Voilà, mais avant de démissionner, parce qu'effectivement, si vous n'avez pas l'assentiment, la collaboration de la hiérarchie, c'est un peu difficile en fait. Je vous comprends parfaitement, hein. Moi, j'ai fait pratiquement 5, 6 entreprises, mais il y a certaines entreprises où c'était vraiment difficile. Mais voilà quoi, on fait ce qu'on a à faire. On trace tout ce qu'on a à faire. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Il faut que vous tracez par mail tout ce que vous avez à faire. Même s'il faut escalader le hiérarchique pour aller sur le N+2, le N+3, il faut mettre tout le monde dans la boucle. Parce que si ça pète, c'est vous qui êtes responsable en tant que HSE. Mais pour qu'on sache que vous avez fait tout l'effort, mais c'est d'envoyer des mails, c'est de tracer vos exigences. Maintenant, si ça persiste et que effectivement vous avez mieux ailleurs, mais évidemment, hein, vous partez, hein. Bon, certains même n'ont pas, c'est pas parce que ça va pas ils sont partis, mais il faut toujours chercher à avoir mieux ailleurs. Je n'ai pas compris. C'est deux questions combinées. Attendez. Ah oui. Est-ce que l'action de camoufler un incident ou accident ou accident par un chef hiérarchique est une bonne image pour l'équipe HSE? Non, non, pas du tout. C'est une très mauvaise image, justement. Ça démontre du manque d'intégrité même de la hiérarchie. Voilà, du manque d'intégrité, de transparence de la hiérarchie. Donc, on ne camoufle pas ce genre de choses. C'est pas, dans le cas du HSE, c'est pas, tout ne peut pas être blanc comme neige dans le cas des activités, hein. Il peut y avoir forcément des cas de choses, de force majeure. Mais derrière ça, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, l'essentiel, c'est de pouvoir analyser ça, de pouvoir dire que ça a existé. On a eu l'accident, ou l'accident même mortel. On l'a analysé, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas identifié ce risque-là avant. On a pris des dispositions pour ne pas que ce cas de figure ne se reproduise. OK? C'est un peu ça. Maintenant, en le camouflant, effectivement, je veux dire, c'est pas sain. Voilà, c'est pas sain. Donc, c'est pas des choses à faire, en tout cas. Je sais pas si j'ai pu répondre à vos... OK. Merci à vous aussi pour vos questions pertinentes. Donc, ça, c'est la question, les questions de M. Bangoura, c'est valable pour vous, hein. En matière de HSE, sachez que vous n'allez pas être d'accord avec tout le monde. Mais il faut que vous soyez coriace, parce que le HSE, c'est quelqu'un qui est coriace. C'est quelqu'un
qui ne doit pas se laisser faire. C'est pas parce que vous allez vous disputer, non, mais il faut convaincre. Il faut convaincre, il faut euh, persister dans la décision que vous prenez, parce que la finalité, c'est de garantir l'intégrité mentale et physique de tous ceux qui viennent travailler sur votre site. Vous êtes là parce que c'est votre rôle. Si l'on vous empêche de faire ça, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut jouer carte sur table, il faut tracer tout ce que vous faites en vous assurant que même le top management est informé. Parce que souvent, vous le faites, les HSE le font, c'est entre le HSE et le N+1, ça s'arrête là. Vous voyez? Alors que si vous l'escaladez, vous envoyez un mail, vous mettez le N+2 en copie, le N+3, le DG en copie, vous allez voir qu'il va commencer à se rétracter. Il ne sera pas content, mais ça, c'est pas notre problème. Parce que nous, notre problème, c'est que le travailleur, là, il soit sain et sauf chaque fois qu'il vient sur notre site. Il faut que tous ceux qui sont aux alentours, les riverains, ils soient sains et saufs lorsque nous on réalise nos activités. D'accord? OK. Donc, sur ce, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. C'est bon pour tout le monde? Alors, sur ce, moi, je vous dis infiniment merci de vous être connectés ce soir. On se file un peu tard chez tout le monde. J'espère vous revoir dans nos prochaines formations, bien sûr, pour qu'on puisse rentrer dans le fond des sujets au cours de nos formations. Oui, oui, Monsieur Bangoura, les fiches vous seront transmises par le cabinet sans faute. Portez-vous bien et puis bien de choses à vous, vos familles, que Dieu nous protège. Bonne soirée, bonne nuit. Au revoir. À très bientôt. OK. Au revoir, Monsieur Kwaku. Au revoir, Monsieur Nzi. Au revoir, Monsieur Fanny. À très bientôt. Merci. Au revoir.